Bonjour, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, vous savez, on a reporté à maintes reprises hein, l'accueil de notre invité, Moussa Dembélé. Et comme je vous avais expliqué la dernière fois, on a eu un souci technique lors de notre dernière entrevue. Donc, il a eu la gentillesse de reprogrammer. Donc, merci beaucoup pour ça. Alors, Moussa, on va te laisser te présenter. Ouais, déjà, merci pour l'accueil. Une deuxième fois. Deuxième fois. Ouais, donc, moi, c'est Moussa, le CEO de Danapay. On propose une solution de paiement international, voilà, destinée à la diaspora africaine et aux entrepreneurs qui traitent avec l'Afrique. On est enregistré en France. Et voilà, donc c'est une solution qui s'adresse vraiment à toute la communauté, autant que les particuliers que les professionnels. Super, super, super. Donc, ce qui a attiré mon attention, Moussa, sur votre projet, c'est le fait que vous utilisez la blockchain au service du transfert d'argent. Donc, le côté technologique de la blockchain pour pouvoir accomplir quelque chose que beaucoup n'avaient pas accompli jusqu'ici ou qui restait encore difficile. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien sûr. Donc, effectivement, c'est un peu ça qui nous caractérise, un peu notre particularité, c'est qu'on a su, on va dire, appréhender cette technologie-là et identifier les leviers qui vont nous permettre de pouvoir vraiment utiliser dans un cas d'utilisation très concret de la vie de tous les jours, quel transfert d'argent. Donc, euh, on a une approche un peu particulière, c'est-à-dire que contrairement aux autres plateformes de crypto et de blockchain, etc., nous, on ne parle pas de crypto. Mhm, Quand je dis pas, c'est-à-dire que c'est pas qu'on cache, hein, on communique sur le fait qu'on utilise des cryptos, mais l'idée, c'est de proposer un service. Donc, ce qui est surtout important, c'est le service. Donc, la blockchain arrive comme étant un levier pour pouvoir réduire les frais, faire des transactions assez rapidement, améliorer la sécurité, etc., sans pour autant créer, on va dire, créer des maux de tête aux utilisateurs qui doivent l'utiliser pour pouvoir faire la transaction. Donc, c'est un peu ça notre rapport à la crypto-monnaie, à la blockchain. excellent, excellent. Donc, les amis, je ne sais pas si vous comprenez. Donc là, on a un cas réel de l'utilisation de la blockchain dans ce qu'on fait tous les jours. Donc, dans les opérations de transfert, on le fait couramment. Sauf que on est souvent face à des problèmes de coûts, surtout, et aussi de délai. Donc, Moussa, est-ce que cette solution, le fait d'utiliser la blockchain, apporte un plus dans sous cette problématique? La informatique, bien sûr. C'est-à-dire que juste pour revenir à la problématique de fond, ce qui se passe, c'est qu'en Afrique, on est confronté à ce problème-là, dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on est de la diaspora, aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a de plus en plus de solutions sur le marché, mais elles sont relativement insatisfaisantes. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, moi, envoyer 10 000 euros ou 20 000 euros pour l'achat de la construction de ma maison, je n'ai pas beaucoup d'alternatives. Si je passe par des acteurs tels que Western ou MoneyGram, je vais tout de suite être plafonné. Si je passe par la banque, je vais devoir attendre des délais des fois astronomiques avant Mhm. de pouvoir. Dans l'autre sens, on a aussi, si je suis un opérateur économique sur place en Afrique et que je veux traiter avec la Chine, avec Dubaï, avec tous les pays où on peut acheter vraiment de la marchandise, comme on le fait habituellement, Mhm. c'est aussi un problème. C'est-à-dire que mes CFA n'ont, entre guillemets, pas de valeur sur le marché international. Donc, du coup, lorsque je dois échanger mes CFA pour avoir du dollar, ben, c'est compliqué. Ce qui fait effectivement qu'il y a une grosse émergence, enfin, il y a une grosse part de marché, donc quasiment 50 ou 60% du marché dans certains endroits, qui est traité par des flux informels. C'est-à-dire c'est des gens qui s'arrangent mutuellement pour pouvoir traiter leurs transactions parce qu'il n'y a pas de solution. Donc, ça, c'est assez révélateur et c'est assez révélateur de cette maladie, en fait, finalement, qui gangrène nos économies. Parce qu'en fait, le fait de passer par l'informel, ça tue quelque part nos économies parce que c'est de l'argent qui ne rentre pas dans le circuit officiel et qui, finalement, n'est pas utilisé pour créer la valeur, en tout cas, à plus grande échelle que ce qu'on fait, que ce qui se passe aujourd'hui. Donc, du coup, c'est de là que nous, on s'est dit, ben, en fait, il fallait créer une solution, une infrastructure Mhm. de paiement destinée à l'Afrique. Donc, parce que l'infrastructure de base qui est Swift ne correspond pas réellement aux réalités africaines.
Mhm. ça utilise les banques. Et donc, il fallait penser en fait à une infrastructure qui pourrait même être utilisée par les banques, mais qui répond à nos réalités et qui nous permettent de pouvoir traiter. Donc, c'est là où nous, on a fait, en fait, on a mis en place, enfin, on a travaillé à trois, et aujourd'hui, on n'est que deux malheureusement, mais au début, on était trois. Donc, on a travaillé à trois pour faire une forme de recherche et développement pendant quasiment 3 ans pour Mhm. arriver à une première version en 2020 qui permet donc de pouvoir traiter les flux de façon efficace. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement qu'aujourd'hui, avec DanaPay, je suis un particulier, par transaction, je peux envoyer jusqu'à 6 000 euros. Donc, Super. on va au-delà des plafonds habituels qu'on peut voir. On ne paye que 1 € de frais. Et quand on dit 1 € de frais, c'est aussi le fait, c'est vraiment assez, on va dire, on est assez, c'est un peu notre marque de fabrique, c'est 1 € de frais, mais vraiment, il n'y a pas de frais de change et il Mhm. n'y a pas de frais. C'est-à-dire que tu n'as pas à payer, si tu passes par DanaPay pour envoyer de l'argent sur le compte mobile d'un tiers au Cameroun, la Mhm. personne soit vraiment l'argent avec, avec un supplément même qui lui permet de retirer son argent en cash sans avoir à truc. Donc, du coup, pour répondre à ta question, donc on a utilisé effectivement la blockchain comme un levier pour pouvoir améliorer la vie des gens. Mhm. Je parle de gens, je parle de tout le monde, finalement, les pros et les particuliers. Mais au-delà de ça, Canapé a dans son ADN vraiment une volonté claire de d'être, comment dirais-je, d'être à la fois une infrastructure de paiement qui pourrait être utilisée dans le transfert, mais dans d'autres choses, mais aussi avec une volonté, c'est dans notre ADN, de pouvoir faire en sorte que chaque Africain puisse enfin faire circuler son argent partout, enfin, de par le monde, sans avoir toutes ces contraintes-là qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Super, super. Ça fait 3 ans que vous y pensez et je pense que le temps vous donnera raison quand aujourd'hui on voit que des acteurs majeurs comme MoneyGram se sont penchés sur la blockchain Stellar pour accélérer leurs transactions et réduire aussi les coûts. On comprend qu'effectivement c'est une problématique à quoi il fallait y penser. Donc vous avez été un peu avant-gardiste là-dessus. Donc, concernant justement la balance, est-ce que les gouvernements, vu que en Afrique, généralement, on exporte plus, on importe plus qu'on exporte, ce qui fait que, voilà, les États ne sont pas un peu comme regardants envers des solutions comme DanaPay par Mhm. peur que ça déséquilibre la balance vu que l'argent va sortir. Tout à fait, non, non, mais clairement. C'est-à-dire que c'est un enjeu fort de bien gérer, de contrôler la balance commerciale et d'ANAP et entre guillemets, dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que on a fait le choix, par exemple, on a commencé en 2020, en 2021, on a fait le choix d'arrêter toute activité pour être régulé OK. pendant 1 an. Donc, en fait, ça démontre vraiment notre volonté de nous conformer aux lois existantes dans les différents pays et aux contraintes existantes dans les différents pays. Le but de créer une infrastructure de paiement, c'est pas pour, entre guillemets, faire n'importe quoi. C'est vraiment pour ça, que ça s'inscrive dans un cadre qui, finalement, bénéficie au plus grand nombre à travers, enfin, au plus grand nombre d'un point de vue économique. Et donc, aujourd'hui, dans la pays, on est beaucoup plus orienté sur les flux Europe vers Afrique, Mhm. une couverture aujourd'hui qui concerne surtout l'Afrique de l'Ouest, mais qui est en train de travailler pour ouvrir toute l'Afrique centrale d'un coup dans les prochains mois. D'ici la fin de l'année, en tout cas, ce sera effectif. OK. Et euh, dans l'autre sens, on a fait des expérimentations. Donc, technologiquement et techniquement, on est en train de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir le mettre en place, pour pouvoir commercialiser le produit. Mais bien entendu, on passera par la case réglementaire et on s'assurera que quand on va mettre en place la solution, on sera conforme aux réglementations locales dans les différents pays. Voilà. Le but, c'est d'apporter des solutions, mais qui soient, encore une fois, euh, euh, créatrices de valeur pour tout le monde. OK. Voilà. Et surtout aligné avec la réglementation en vigueur. C'est ça. Donc, parlant de réglementation, en Europe, vous êtes certifié PSAN. Donc, est-ce que tu peux nous en parler pour ceux qui ne comprennent Ouais, pas? exactement. En fait, en Europe, disons en France particulièrement, bon, déjà en Europe même ou même dans le monde, hein, Mhm. quand on avait commencé, il n'y avait pas de réglementation sur la crypto. Tout le monde faisait un peu tout et n'importe quoi. Et donc, la France a été le premier pays à mettre en place une réglementation, Mhm. ce qu'on appelle PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques, qui a pour but de mettre sous contrôle l'ensemble de ces activités, de sorte à ce que
les avoirs des clients soient, comment dirais-je, dans de bonnes mains, on va dire, Mhm. et que ces systèmes ne servent pas aussi à faire circuler de l'argent blanchi. Parce Exact. que ce qui se passe, c'est que généralement, ben, quand il y a un système ouvert comme ça, ben, que ce soit ceux qui font du terrorisme, ceux qui font du blanchiment d'argent, les gens qui sont dans la corruption, etc., cherchent par tous les moyens de faire circuler leurs avoirs. Donc, du coup, si des systèmes comme nous sont permissifs, ben, en fait, ça permet enfin, finalement, on crée plus de mal que de bien au final. Donc, du coup, le fait d'être régulé en France, apporte des garanties à la fois aux régulateurs, mais aussi à l'ensemble de nos clients que Exactement. on a un mode de gestion qui est relativement sain et sécurisé pour leurs opérations. Maintenant, aujourd'hui, il y a une deuxième réglementation qui est en train d'arriver et qui va entrer en vigueur en 2024, qui s'appelle la réglementation MiCA. D'accord. MiCA, c'est une réglementation crypto qui s'applique à l'ensemble de la zone euro. Et donc, nous, on est en train de travailler aussi pour être, enfin, normalement, vu qu'on est ça, ça va se faire assez naturellement. Mhm. Mais c'est des choses qu'on est en train de travailler pour pouvoir être conforme à l'échelle européenne. Super, super. Donc, ça répond un peu. Pour ceux qui sont en crypto, généralement, vous voyez, c'est important d'être régulé, c'est important de fonctionner avec des plateformes régulées. Je vous dis, même Binance a eu du mal à à se faire certifier en France. Et puis, la plupart des échangeurs que vous utilisez, malheureusement, même du top 10, très peu sont régulés pour vous dire à quel point c'est important d'avoir cette touche de clarté et puis de garantie pour ceux qui utilisent ce service. Donc, quand on voit un peu l'Afrique avec ce qui se passe, tout ce qui est Ponzi, la crypto, ça fait peur, ça passe par l'éducation. C'est vrai que l'Afrique a un taux de croissance, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le flux des échanges crypto, bien que le volume ne soit pas si important, mais il y a beaucoup de flux en Afrique comparativement ailleurs. Donc, les gens, il y a une réelle volonté de faire des choses, sauf que les Africains sont tout le temps déçus un peu par des projets qu'ils disent portés par des Africains dans le domaine du numérique qui après trouvent toujours la faillite parce que après c'était un Ponzi, etc. Donc, est-ce que cette image-là ne vient pas entacher votre projet, bien que vous ne fassiez pas dans la même activité? Bien sûr, c'est-à-dire il y a de fait une appréhension négative quand on parle de blockchain et de crypto. Tout de suite, les gens se méfient parce que ça leur rappelle des vieux souvenirs, des mauvais souvenirs. Exact. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, dans notre stratégie, comme je le disais au tout début, nous, on n'est pas une plateforme technique comme Binance, comme Coinbase, où je vais aller faire de la traiter avec de la crypto. On est vraiment un service, tout simplement, qui utilise de façon sous-jacente la blockchain et la crypto, mais dans un cadre relativement sain. On est régulé, donc ça nous permet effectivement d'être dans un cadre relativement sain. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, nous, on est serein, en guillemets, parce qu'aujourd'hui, quand un client vient utiliser DanaPay, ce qu'il a en tête, c'est se dire, bon, DanaPay, c'est safe, je sais que je peux passer par DanaPay pour envoyer de l'argent à ma mère. Elle va le recevoir sur son compte Orange Money. Donc, on n'est pas dans la même dynamique. Maintenant, juste pour accrocher un peu le wagon par rapport à ce qu'on disait précédemment, je pense qu'effectivement, il serait encore plus intéressant pour nous que le régulateur apporte un vrai cadre réglementaire pour finalement dissocier ce qui est mauvais de ce qui est bon. Parce que si euh, il y a effectivement une réglementation crypto de type SAN dans la sous-région, ça va permettre donc à des acteurs comme nous de pouvoir dire, bah, écoutez, on propose un service, on est en plus régulé, et là, les gens vont se rassurer. C'est comme par exemple aujourd'hui, quand tu vas en Afrique et que tu dis, j'ai un service qui est adossé à une banque, tout de suite, les gens, ils ne vont pas trop se poser de questions parce qu'on fait relativement confiance aux banques et aux opérateurs mobiles. Parce qu'il y a une réglementation, parce qu'on sait que la Banque centrale se porte, entre guillemets, garante de ce qui va se passer. Et ça devrait être la même chose sur la crypto et la blockchain. Bon, le souci, c'est qu'effectivement, la réglementation prend beaucoup de retard, mais à côté de ça, la technologie évolue, avance, les usages évoluent, avancent, et donc les mettre sous contrôle dans la durée, ça va être encore plus compliqué. Ok. Bah, c'est super, c'est super. Et pour des concurrents qui ont déjà pris beaucoup de terrain, on ne va pas forcément les citer, mais est-ce qu'ils ne construisent pas des barrières pour des projets émergents comme le vôtre, ou plutôt ils prennent le bon côté pour améliorer ce qu'ils font de plus lent ou de plus cher? Comment est-ce qu'ils perçoivent? Bon, déjà, clairement, même sans parler de crypto et de blockchain, on va dire le marché du transfert d'argent a subi certaines mutations ces dernières années.
pas des mutations en termes de services et d'offres de services, simplement des mutations, même en termes d'offres de services, c'est-à-dire qu'il y a eu des mutations en termes de tarification, donc des tarifs qui sont plutôt à la baisse. Un service qui s'est amélioré, c'est-à-dire que plutôt que de dire j'envoie l'argent et je me déplace pour aller chercher du cash, en fait, ça vient direct sur ton compte Orange Money, tu peux récupérer l'argent n'importe où, etc. Donc, effectivement, il y a eu ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous, on va venir apporter de plus, ou du moins, comment les concurrents vont réagissent par rapport à nous. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, bon, on est encore petit, très honnêtement, on est encore petit, donc ce qui fait que, bon, on fait pas, on va dire qu'il n'y a pas d'attaque directe, Mhm. pas pour l'instant, là. Pour Il n'y a pas l'instant. d'attaque directe, pas pour l'instant en tout cas. Et donc, on fait notre petit bonhomme de chemin et on avance. Maintenant, moi, je reste persuadé, et ça, c'est ma philosophie, que dans un business, en fait, c'est un gâteau multidimensionnel où tout le monde peut prendre sa part. En ce sens qu'il y a plusieurs niches de marché, il y a plusieurs catégories de clients. Il y a des clients qui veulent avoir un service de qualité, mais qui est très cher. Il y en a qui veulent juste avoir un service très moins cher, mais qui fait le job, ainsi de suite. Donc, comme par exemple, dans notre secteur, ben, il y a les pros, il y a les particuliers, il y a des activités B2C, il y a plein de choses, en fait. Donc, ce qui fait que quand on regarde vraiment, effectivement, le marché historiquement était vraiment drivé par les transferts en particulier, mais on se rend compte aujourd'hui que dans les économies d'aujourd'hui, on a besoin d'une certaine dynamique. Et donc, de par cette dynamique-là, c'est-à-dire des flux qui vont de particulier à pro, de pro à particulier, je vais payer mes salaires. Donc, du coup, ce qui fait qu'il y a énormément d'usages et donc il y a de la place pour tout le monde. Voilà, donc et je pense que, en tout cas, à la place de mes concurrents, je garderai ma sérénité, entre guillemets, et en se disant que, bah, en fait, en réalité, il y a de la place vraiment pour tout le monde et en travaillant en bonne intelligence, on devrait arriver à créer de la richesse. Le but étant effectivement, in fine, les clients sont satisfaits, les clients sont contents et si on peut faire vraiment le plus pour les Africains, pour moi, je suis content. Voilà. Super, super. Bah, ça sonne bien. Et voilà, tantôt tu as parlé des différents acteurs, des particuliers, des entreprises, etc. Il y a une petite problématique qui revient souvent pour des commerçants qui font des achats, peut-être en Turquie, ils sont en Afrique, qui ne se déplacent pas forcément. Donc, est-ce qu'il y aurait comme moyen de faire de Danapé comme un garant qui pourra peut-être dire, OK, j'ai passé ma commande. Une fois que je suis sûr que c'est correct, là, je libère le paiement. Dans cette partie de confiance, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez? Oui, bien sûr, je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer, à laquelle on pense aussi, un peu comme je pense beaucoup d'acteurs. Il y a un vrai sujet là-dessus, c'est-à-dire que comment devenir le tiers de confiance de l'ensemble des acteurs économiques du Mali, de la sous-région, de la région, etc., etc. C'est un vrai enjeu. Et je pense que c'est des usages qui, si réellement ils arrivent à se mettre en place, va beaucoup faciliter la vie des gens. Mais ce sont des usages qui ne sont pas simples à mettre en place. Ils ne sont pas simples à mettre en place parce que déjà, il faut vraiment étudier le marché, comprendre par quelle niche de marché, par quel bout du marché prendre le problème, comment entrer, etc. Donc, ce n'est pas simple. Et je pense que raisonnablement, on va aller vraiment étape par étape. Et si effectivement on arrive à ces étapes-là où on souhaite vraiment faire le pont entre l'Europe et l'Afrique, ben, on fera le nécessaire. Ce qui est sûr, en tout cas, comme je disais au début, en termes de positionnement, on se positionne vraiment comme une infrastructure de paiement. Et le fait de se positionner comme une infrastructure de paiement fait que naturellement, c'est des choses vers lesquelles on va tendre. Mais c'est le marché qui dictera finalement notre roadmap là-dessus. On voit l'arrivée des CBDC, donc ces monnaies numériques de banque centrale. On a eu le projet au Nigeria. Je ne sais pas trop à quel niveau c'est, mais je pense qu'ils étaient un peu réticents là-dessus, du moins la population. Je ne sais pas s'ils ont finalement continué ou pas. Est-ce que si ces CBDC sont adoptés, est-ce que ça ne va pas comme freiner un peu votre activité vu que, il y aura déjà des échanges beaucoup plus fluides, la communication avec les cryptos et les règles ISO, je ne sais pas si c'est 22 000 quoi, qui connectent des cryptos aux banques et ce genre de choses. Donc, est-ce que ces CBDC-là ne viendront pas comme diminuer un peu votre activité? Comment est-ce que vous prenez la chose? Non, au contraire, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la paix, c'est comme en fait, comment dirais-je? C'est-à-dire que si je prends vraiment la métaphore du train, la Mhm. crypto, ça va être le train. Après, tu as le rail. Après, tu as les quais, etc. Donc, tout ça, c'est des choses à mettre en place. Donc, nous, notre focus, c'est vraiment les rails
et les quais. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour collecter de l'argent d'un côté, comment est-ce qu'on fait pour déposer de l'argent de l'autre côté, comment est-ce qu'on fait pour faire circuler l'argent efficacement, etc. Et finalement, ce qui se passe comme train, c'est-à-dire que ce soit de la crypto standard, que ce soit des CBDC ou autres, Mhm. finalement, nous, on va dire que notre rôle dans l'écosystème va toujours rester un peu le même. C'est comme, c'est-à-dire que on a un rôle de convoyeur de fonds, en fait. Mhm. Donc, à partir du moment où que les fonds changent, que ça va vers des CBDC ou que ça va vers d'autres crypto-monnaies, il faudra toujours dans l'écosystème quelqu'un qui va faire les ponts. Parce que si le Nigeria crée son CBDC, la Chine crée son CBDC, qu'est-ce qui va faire que le Nigérian puisse envoyer son CBDC en Chine et que ça se transforme en CBDC chinois? Donc, il faut toujours ces acteurs-là qui vont faire l'intermédiaire et c'est le rôle justement que nous, on joue, faire vraiment les ponts. Donc, à moins que, effectivement, si on va dire avec les BRICS, il y a un CBDC mondial qui se met en place avec les banques qui communiquent directement, etc., probablement que notre rôle sera beaucoup moins important. Il va falloir se réinventer. Donc, on n'a pas peur de ça. Mhm. Ça fait partie du jeu. En fait. Voilà, il faut s'adapter. Super, super. Donc, c'est très intéressant ce que j'entends. Et comme je dis toujours, honnêtement, je pense que l'adoption de masse ne viendra pas de la façon dont les gens voient les trucs. Donc, va installer MetaMask, va faire ceci. Le commun des mortels, ils n'ont pas besoin de comprendre ça. Donc, Internet aujourd'hui, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que quand tu vas envoyer un mail, bah, l'utilisateur n'a pas besoin de savoir qu'il y a des protocoles. S'il pouvait savoir que juste pour appeler sa page, ça prend un protocole, pour envoyer son mail, ça prend un protocole, pour charger sa pièce jointe, ça prend un protocole, bah, il serait découragé, tu vois. Il veut juste aller voir une page, il fait son truc, il s'en fout de ce qui est là derrière. Et ce n'est que comme ça qu'on aura la réelle adoption de masse, utiliser la blockchain sans même s'en rendre compte que c'est la blockchain. Et c'est de cette façon que, honnêtement, moi, je vois les choses là. Et je pense que votre solution est dans la bonne voie et c'est pour ça que c'est apprécié d'ailleurs de tous. Donc, parlons des investissements. Je sais que pour des sociétés qui doivent exercer en Afrique, par exemple, ils ont souvent des difficultés à lever des fonds parce que les banques, ils disent souvent qu'il y a de l'argent, mais les entrepreneurs se retrouvent comme ils n'arrivent pas à lever des fonds, pourtant les banques disent qu'il y a de l'argent même. Il y a même beaucoup d'argent et ça attend des projets sérieux. Pourtant, quand on y va avec des projets, ils ne sont pas toujours ouverts parce qu'ils disent oui, le contexte économique, c'est instable, etc. Est-ce que vous avez eu des difficultés à lever des fonds, des trucs comme ça? Oui, oui, bien sûr. Ben, comme toute jeune entreprise qui démarre, on a eu d'énormes difficultés à lever des fonds, particulièrement nous, parce que, bon, en Europe, enfin en France, le mécanisme, c'est que tu viens avec tes 30 000 euros. Après, tu vas voir la BPI qui te dit, OK, c'est bon, pour 30 000 euros, on va t'avancer de 30 000 euros. Ensuite, et là, de fil en aiguille, tu vas commencer à amasser un peu d'argent et c'est seulement après que tu sors de ta phase de levée de fonds pour pouvoir lancer la première version de ton produit. Donc, nous, malheureusement, enfin, moi personnellement, malheureusement, à cette époque-là, j'avais pas les 30, j'avais même pas d'économie en fait quand j'ai lancé mon projet. J'avais pas d'économie, j'ai commencé avec 1 000 euros. Donc, mes associés, pareil. Donc, on avait juste notre volonté en fait. On avait la volonté, mais on n'avait pas l'argent. Donc, du coup, mais comme je dis habituellement, c'est-à-dire que avec les problèmes viennent avec des solutions. C'est-à-dire qu'en gros, il faut avoir ce mindset-là de se dire que ben, j'avance, je ne me pose pas de questions sur les problèmes qui vont m'arriver dans le futur. Je sais que ça peut arriver, mais quand j'y serai, ben, je trouverai des solutions. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire on a démarré. Bon, moi, je suis ingénieur en informatique, donc j'ai codé moi-même la première version de la plateforme. On a ensuite, je crois qu'on a, ouais, on a codé, mais oui, attends, je réfléchis. Ouais, on avait une version de démo, voilà, ça, on avait une version de démo, mais rien de lancé. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché autour de nous ben, des amis, d'amis, de relations, etc. Et on a rassemblé les premiers 25 000 euros. Bon, sauf qu'à l'époque, on était jeunes et en fait, on n'avait pas forcément les bons mécanismes, les bons réflexes. Et donc, tout de suite, nous, on s'est dit qu'il fallait créer la plateforme. Donc, on a mis les 25 000 euros pour chercher des développeurs et créer la plateforme. Alors qu'en fait, c'est ça, ça, pour ceux qui vivent en France particulièrement, ce que je leur conseillerais, c'est que si vous arrivez à rassembler 25 000 euros, vous avez un projet, vous avez un prototype, allez voir la BPI avec 25 000 euros, vous pouvez choper 25 000 euros, ça fait 50 000 euros et ainsi de suite. C'est la meilleure façon de fonctionner. Et surtout, ne commencez pas à dire que je vais développer la plateforme moi-même et puis, non, c'est une grosse erreur. Bref, on a fait cette erreur-là. Néanmoins, ça ne nous a pas, on va dire, ça n'a pas été
catastrophique parce qu'en 2020, on a pu lancer la plateforme. Et après, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de financement parce qu'il fallait chercher de l'argent pour le marketing, pour faire connaître la plateforme. Et donc, c'est ainsi qu'on a communiqué auprès de, enfin, communiqué. À l'époque, c'était possible hein, de rajouter en masse comme ça des gens sur LinkedIn. Donc, du coup, on a chopé des noms sur la diaspora et on a bombardé sur LinkedIn, on a eu plein de messages. D'ailleurs, je m'en excuse si y en a qui se reconnaissent avoir reçu mes messages. Et c'est comme ça qu'on a pu lever ensuite 100 000 euros avec que des gens de la diaspora qui sont venus investir. Enfin, pas que, mais il y avait majoritairement de la diaspora qui sont venus investir. Mhm. Et de fil en aiguille, ensuite, on a trouvé des business angels qui ont commencé à faire confiance au projet. Donc voilà, donc vraiment, moi, ce que je veux dire, c'est que en réalité, n'attends pas. Faites, faut faire faut faire ce qu'on a à faire, Mhm. s'attendre à ce que quelqu'un vienne le sauver. Mhm. Voilà, c'est-à-dire que tu fais ce que tu as à faire et après, bah, au fil de l'eau, bah, il y a des bonnes âmes comme ça qui vont venir te sauver. Et puis voilà. Donc, Mhm. il faut juste avoir la volonté. Et je pense que comme il y a une phrase qui est assez intéressante qui dit qu'en fait, 100% des gens qui ont réussi n'ont pas abandonné. Qui ont réussi n'ont pas abandonné. Donc, en fait, avoir cet état d'esprit-là, de se dire, bah, en fait, même si je suis au fin fond du Mali et que je n'ai pas beaucoup de moyens, mais que j'ai un ordinateur, je sais faire, j'ai un petit savoir-faire, il ne faut pas hésiter à lancer vos projets, il ne faut pas hésiter à vous donner corps et âme, il ne faut pas hésiter à y croire. Faut pas hésiter à y croire. Et c'est pas le fait parce que c'est pas parce que la banque ne veut pas vous prêter de l'argent que vous n'allez pas trouver d'argent. C'est Exactement. fondamental. Voilà. Exactement. Bah, c'est super à entendre. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore ouvert aux investissements si parmi les auditeurs qui vous entendent, s'il y a des business angels ou bien des particuliers qui sont intéressés par le projet et voudraient apporter leur pierre à l'édifice, est-ce que c'est quelque chose de toujours envisageable? Tout à fait, c'est quelque chose d'envisageable. Maintenant, là, à court terme, on est en train de consolider un certain nombre de choses dans l'entreprise. Et on n'est pas dans une dynamique de levée de fonds directement. C'est-à-dire que ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter, on échange, on garde contact entre guillemets. Mais là, à court terme, on ne va pas être dans une dynamique de levée de fonds assez active. On va fournir des decks, on va fournir des documents parce que ça prend du temps. Et réellement, aujourd'hui, ce qui est surtout important, c'est que Danapay arrive à devenir incontournable dans le transfert d'argent. Et on a les moyens déjà pour le faire. Donc, on préfère se concentrer sur le peu de moyens qu'on a pour arriver là où on veut arriver. Et une fois qu'on sera arrivé là où on veut arriver, qu'on sera, et en guillemets, qu'on sera dans l'optique de se dire maintenant, il faut qu'on fasse ça fois 10. Et c'est Mhm. lorsqu'on va vouloir faire ce fois 10 là, on va aller maintenant lever les fonds. Voilà. OK. C'est Mais ce n'est pas une course de vitesse. exactement. Quand on veut faire bien des choses, bah, ça prend du temps. Bah, c'est super. Et pour les développeurs, est-ce que pour ceux qui veulent qui veulent intégrer des paiements sur leur site marchand, est-ce que c'est des options envisageables également? Tout à fait, tout à fait. Non, c'est totalement envisageable. Aujourd'hui, on a une API qui permet de faire des choses assez simples. Donc, par exemple, collecter des fonds. C'est-à-dire que si je suis, par exemple, une entreprise basée en Afrique, j'ai Mhm. besoin de collecter des fonds en Europe. Bon, nous, aujourd'hui, on a une tarification qui est assez sexy, hein, c'est-à-dire assez attrayante sur les API aux alentours de 1%. Donc, ce qui reste largement en dessous de ce que vous pouvez trouver avec des acteurs comme Stripe, PayPal ou autres, avec l'avantage que lorsque vous collectez, ben, les fonds arrivent directement en Afrique. Vous n'avez pas à collecter en Europe et vous fatiguer à trouver une solution pour les ramener en Afrique. Donc, tout ça, c'est solution all-in-one. Donc, comme vous voyez, c'est moins cher. Et pourquoi c'est moins cher? Bon, encore une fois, parce que c'est dans la pays et parce que notre volonté, c'est de rendre la vie facile aux gens. Voilà. Super, super, super. Donc, avant de te laisser filer, Moussa, alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour l'avenir à moyen et à long terme avec Danapé? Et dans la pays, bah, dans la pays, nous, comme je disais, en fait, on a une ambition, certes, business. Mhm. On a d'abord et avant tout une ambition sociale, même si on n'est pas une entreprise sociale et solidaire. Cette ambition-là se matérialise par tout ce qu'on fait comme effort pour pouvoir proposer des solutions de qualité aux Africains de la diaspora et de l'Afrique. Par ailleurs, ce que nous, on espère, en tout cas dans les prochaines périodes, c'est continuer à développer la marque, continuer à être connu et reconnu comme étant un acteur incontournable lorsqu'il s'agit de traiter les transactions de la diaspora, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Et donc, tout simplement, ce qu'on attend, c'est beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement, beaucoup de partage et de mise en lumière de ce qu'on fait pour que, enfin, on puisse vraiment rayonner à l'échelle africaine.
Super, super. Donc, pour vous qui nous suivez, vous pouvez vous rendre sur le site danapé.com que voici, effectuer des simulations pour voir combien ça va vous coûter d'avance. J'ai trouvé cette fonctionnalité très intéressante pour qu'il n'y ait pas de surprise dans l'utilisation. Je pense que c'est facile d'utilisation. Il y a des applications mobiles, je crois, il y a la version Android et puis iOS aussi. Donc, on mettra des liens en description. Et puis, Moussa, lorsque vous avez comme je t'ai dit la dernière fois, si tu as des mises à jour, s'il y a des nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent, écoute, tu es le bienvenu dans la communauté. Écris-moi et puis on fera un direct où les gens pourront poser leurs questions en live. Donc, c'est correct. Déjà. Déjà. Mais déjà là, par rapport à ce qui... Là, le site va être mis à jour. C'est en cours. La principale nouveauté, c'est que l'application mobile est sortie. Quand je dis l'application mobile, c'est-à-dire on avait déjà une application mobile, mais c'était juste une première version, vraiment version zéro. Là, on a une vraie application Android et iOS qui fonctionne très bien et que je vous encourage tous à tester. Voilà, donc fait avec amour pour l'Afrique. Effectivement. Et puis, ce qui fait que j'apprécie le projet, c'est le fait qu'il y ait des gens, des entrepreneurs qui pouvaient bien gagner leur vie ailleurs, mais qui décident de faire des choses qui vont dans le développement, qui résolvent des problèmes vraiment palpables qu'on rencontre tous les jours, même ici au Canada où je suis. J'ai encore ce type de problème pour les envois d'argent. On passe souvent par des groupes WhatsApp, il faut trouver quelqu'un qui veut échanger au pays, etc. C'est pas fluide. Soit tu trouves Ouais, une belle plateforme, mais 2 mois après, elle a fermé parce qu'elle n'est pas régulée. On comprend. Donc, c'est vraiment encourageant. Et puis, c'est avec plaisir que, voilà, on va apporter notre pierre à l'édifice pour le développement du projet. Donc, beaucoup de courage et puis merci encore pour avoir répondu présent à notre invitation et on reste en contact. avec plaisir. Merci beaucoup, Fred. Bye bye. Bye.